Yo, c'est Noémie, aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'était le nouvel épisode du Spookoplaton, mais vous avez également eu le droit à un vlog du Buzzword, à un vlog pour mon book haul unboxing, et je crois que c'est tout. J'ai un doute maintenant. Et un vlog de série. Je savais bien qu'il restait aussi autre chose. Donc, j'ai pas mal de livres à vous présenter aujourd'hui, mais il y en a certains sur lesquels je ne vais pas m'attarder, je vais juste vous donner les titres et vous rappeler que je les ai lus au mois d'octobre. Et vous aurez mon avis complet dans les vidéos qui leur sont dédiées et que je vous remettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller les regarder si ça vous intéresse. Comme d'habitude pour les vidéos wrap-up, on va commencer par faire un petit tour du côté des statistiques. Au mois d'octobre, j'ai lu 15 livres, il y en a 6 que j'ai lus en version physique, 9 que j'ai lu en version audio. Je n'ai lu aucun livre numérique et aucun livre en mixed media, donc en deux formats différents. C'était soit que du physique, soit que de l'audio. J'ai lu un total de 5997 pages. Ça représente approximativement 193 pages par jour. Je suis ravie, c'est incroyable, je suis trop contente. J'ai lu 9 livres audio, donc ceci explique cela, je vous le rappelle quand même. Je n'ai fait aucun abandon, je n'ai eu aucune lecture 1 étoile, je n'ai eu aucune lecture 2 étoiles. En revanche, j'ai lu un livre auquel j'ai mis 3 étoiles, j'ai lu 9 livres auxquels j'ai mis 4 étoiles et j'ai lu 5 livres auxquels j'ai mis 5 étoiles. Pas de nouveau coup de cœur au mois d'octobre, mais j'ai quand même une moyenne de 8,42, ce qui représente à peu près 4 étoiles et demie, je pense, si je devais les noter sur Goodreads. Le premier livre que j'ai lu au mois d'octobre, c'est un livre que j'ai terminé en réalité en octobre, puisqu'il me semble que je l'avais commencé fin septembre. C'est All This Twisted Glory, le tome 3 de la série This Woven Kingdom de Tahereh Mafi. Je crois, si je dis pas de bêtises, qui devrait bientôt sortir en français, sachant que les 2 premiers tomes ont tous les deux été traduits par De Saxus. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui est une princesse perdue, une princesse djinn perdue depuis des années, qui se cache parce qu'elle a des pouvoirs. Elle va faire la rencontre de 2 princes et on va avoir une histoire c'est de la fantasy, romance avec un triangle amoureux. Mais j'avais adoré le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 2, même si je trouvais qu'il y avait un petit truc qui manquait à cette histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 3. Je lui ai mis 19 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. La seule chose qui m'embête, c'est de devoir attendre jusqu'au tome 4, puisque l'autrice est en train de l'écrire, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai découvert que Tahereh Mafi était la compagne, l'épouse, je ne sais pas, de Ransom Riggs, l'auteur de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai trouvé ça très rigolo comme anecdote. Je trouve qu'ils vont bien ensemble, c'est une belle dynamique au niveau de leur style d'histoire. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré ce tome 3. Je suis soulagée de la tournure des événements parce que j'avais peur de ce fameux triangle amoureux. Et je trouve que l'autrice s'en est dépêtrée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je pense que les personnages concernés ne s'attendent pas non plus à cette possibilité. Mais elle a transformé son triangle amoureux en... On va pas vraiment dire en carré, mais disons que voilà, il y a une tierce personne qui intervient et qui va peut-être permettre que les choses évoluent à mon sens positivement, parce que vous savez que les triangles amoureux, je déteste ça. On a l'ambiance qui s'assombrit, l'atmosphère qui s'alourdit. Les personnages secondaires et les personnages principaux gagnent en profondeur avec ce tome 3. Ne vous laissez pas abattre par le tome 2 qui peut paraître un petit peu... Je vais pas dire plat, mais on peut avoir la sensation qu'il se passe pas grand chose dans le tome 2, surtout quand on considère que l'entièreté du tome 2 qui doit faire 400... Je sais pas combien de pages, attendez, je vais vous retrouver ça. Ça doit pas être très loin. Qui fait 416 pages, se déroule, il me semble, presque exclusivement sur une seule journée. Donc on peut avoir l'impression qu'il se passe pas grand chose, même s'il se passe un tas de choses, c'est moins dynamique, on va dire, même si je l'ai, comme dit, beaucoup aimé. Là, avec le tome 3, on a l'aspect politique du récit qui va vraiment prendre de l'ampleur, et c'est un des éléments qui me plaît le plus dans la fantasy, ce côté intrigue,
complot, et surtout au niveau de la romance, parce que vous savez que j'adore la romance, surtout la romance dans la fantasy, même si je commence à me mettre à la romance contemporaine, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. La romance dans cette trilogie, pas du tout, c'est une série, une saga qui fera au moins 5 tomes. Je ne sais pas si l'autrice en a prévu plus, mais en tout cas pour l'instant il y a au moins 5 tomes de prévus. La romance, on est sur un slow burn de taré, donc c'est extrêmement lent à se mettre en place. Et puis c'est un trope que j'aime énormément, c'est le trope de He Falls First. Donc c'est lui qui tombe amoureux en premier. Et je trouve ça trop mignon. J'ai trouvé qu'il y avait un léger manque de communication qui m'a fait lever les yeux au ciel à certains moments, mais c'est pas non plus insurmontable. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Attendez peut-être la sortie du tome 3 si vous avez envie de binge-read la série, mais ouais, je sais pas trop comment vous conseiller de lire cette saga, parce que moi je l'ai lu d'une traite, j'ai lu les 3 volumes disponibles de la série et j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Le fait d'enchaîner le tome 3 avec le tome 2, oui c'est ça, dans ce sens-là, ça m'a permis de pas lâcher la rampe, on va dire, parce que si j'avais laissé plus de temps s'écouler entre le tome 2 et le tome 3, vu le rythme du tome 2, je me serais peut-être dit, ouais, finalement, je suis pas si intéressée que ça pour lire la suite. Donc vraiment, accrochez-vous si vous avez apprécié le tome 1. Vous retrouverez certains aspects dans le tome 3 et surtout, ne vous laissez pas... Ouais, ne vous laissez pas abattre, on va dire. Mais c'est vraiment une série que je vous conseille de tout cœur. On est sur de la fantasy orientale, comme je les aime. Et c'était très, 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 très chouette. Donc j'ai hâte de lire la suite qui devrait sortir peut-être en janvier, le tome 4. Je sais plus maintenant, mais en tout cas j'ai hâte. Ensuite, j'ai lu 2 livres dont je ne vais pas forcément vous parler dans cette vidéo, je vais juste vous les mentionner. J'ai lu Majo no Michi, le tome 1, qui s'appelle Le Sentier des Sorcières, c'est ça, de Toni Concrète, mais je vous en ai parlé en détail dans mon vlog book haul/unboxing, donc je vais pas forcément revenir dessus. Je l'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 17 sur Livre Addict et 4 étoiles et demie sur Goodreads. Et puis j'ai lu Le Chant du Cœur, le tome 3 de la série Le Clan Bennett de TJ Klune. Je les ai lus dans leur version originale. J'ai adoré. C'est pas mon tome préféré. Je pense même que c'est le tome que j'ai le moins aimé pour l'instant. Quoique, c'est peut-être le tome 2. Je sais plus maintenant. Mais bon, je lui ai quand même mis 18 sur Livre Addict. 5 étoiles sur Goodreads, et pareil, je vous laisserai retrouver mon avis complet dans le vlog de série qui leur est dédié. Je vous parlais tout à l'heure de romance contemporaine. J'ai lu juste après Le Chant du Cœur, Part of Your World de Abby Jiménez. C'est une romance contemporaine, c'est le premier tome d'une série de tomes compagnons avec on va retrouver des personnages secondaires qui vont devenir des personnages principaux des tomes suivants. Donc si vous aimez bien les petits clins d'œil, ça peut être sympa de les lire dans l'ordre, surtout si vous voulez pas vous faire spoiler les relations des uns et des autres au fur et à mesure, même si on est sur de la romance contemporaine feel good, ça finit toujours bien, donc on sait déjà à peu près où on va aller au niveau des relations des personnages principaux. Mais quand même, je vous conseille de les lire dans l'ordre. Je lui ai mis 17 sur Livre Addict, 4 étoiles et demie sur Goodreads. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Alexas. Ça m'a pris un moment pour retrouver son prénom. Alexas est médecin. Elle est médecin urgentiste, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute maintenant, mais il me semble qu'elle est médecin urgentiste. Elle a quasiment la quarantaine et elle est à l'enterrement d'une tante, je crois. Et quand elle revient de cet enterrement, son véhicule tombe en panne. Il y a quelqu'un qui vient l'aider, qui vient la remorquer. Non, pas la remorquer. Qui vient la dépanner. Et elle se retrouve au bar du bled du coin pour se reposer. Elle sait qu'elle aura pas, elle veut pas faire la route de nuit en fait, donc elle essaye de faire une petite pause, soit avant de repartir, soit essayer de trouver quelque chose sur place. Je me souviens plus trop de comment elle se retrouve là.
Et le gars qui lui a filé un coup de main est dans le bar. Ce gars, c'est Daniel. Daniel, on va découvrir qu'il est maire de ce bled et c'est quelqu'un d'absolument adorable. Il va se passer quelque chose entre eux. On va avoir un age gap, il y a une différence d'âge entre les deux personnages, je crois qu'il y a une dizaine d'années, peut-être même 11 ans d'écart entre les deux. Ils sont tous les deux majeurs, ça pose aucun problème. On va avoir... La série s'appelle Part of Your World, mais le tome 1 surtout s'appelle Part of Your World, puisqu'ils sont tous les deux dans deux mondes quasiment très très différents. Daniel, lui, est donc maire de ce petit bled, il a un chien, il s'occupe d'un Airbnb, c'est à la campagne, c'est paumé, il est pas tout seul, il est entouré par des amis, mais voilà, il vit une vie plutôt, comment dire, pas reculée, mais très simple. Et à côté de ça, Alexas est issue d'une famille très 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 aisée, médecin de père en fille, de père en fils, et elle a le poids de cet héritage sur les épaules, d'autant que son frère, au tout début du récit, lui annonce qu'il se barre de l'hôpital dans lequel il travaillait pour aller épouser une rockstar dans un pays d'Afrique, je ne sais plus lequel. Donc elle se retrouve à devoir gérer seule cette responsabilité et cet héritage qui lui pèse énormément. On va parler de pression familiale, on va parler de différences sociales et de l'impact que ça peut avoir sur une relation amoureuse. J'ai adoré cette histoire. Je trouve que le fait qu'Alexas soit plus âgée, qu'elle ait presque la quarantaine, ça me parle plus, ce qui paraît logique, étant donné que j'ai moi-même 33 ans. Et je l'ai trouvé plus sympa à suivre, à suivre son histoire, suivre ce personnage, que la plupart des héroïnes de romance que j'ai pu côtoyer jusqu'à présent. Daniel, c'est un personnage masculin absolument adorable. J'ai adoré ce Love Interest. Je le trouve formidable. L'autrice va aborder des sujets assez graves et ça va se retrouver tout au long des différents volumes de cette saga. Je l'ai dit, on va parler de pression familiale, on va évoquer aussi les violences conjugales, que ce soit les violences physiques ou psychologiques, et évidemment l'amour malgré les obstacles. Abby Jiménez a un style très agréable, très fluide, très simple, mais bourré d'humour, bourré de tendresse, de fureur et de rage même parfois, parce que on a les crocs en fait pour ces personnages qui se retrouvent dans des situations vraisemblablement impossibles, qui ont une pression psychologique invivable quasiment, et ouais, on a envie de sortir les poings pour les défendre. Il y a un manque de communication dans ce tome-là qui m'a un peu dérangée, un peu plus que dans This Woven Kingdom. Par contre, je trouve que ça ferait un super téléfilm. Donc si quelqu'un, dans ses connaissances, a un producteur ou un réalisateur, transmettez l'info. Je pense que cette saga, ça ferait des super téléfilms. Ils sont vraiment géniaux. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de The Half King de Melissa Landers. Mais là encore, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo puisque je vous ai fait un vlog dédié à mon unboxing book haul du mois de septembre. Donc vous pouvez retrouver mon avis complet sur ce livre dans cette vidéo. Je lui ai mis seulement 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Ensuite, en lecture commune avec Diane, j'ai lu Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Je lui ai mis 16 sur Livre Addict et 4 étoiles et demie sur Goodreads. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Alba qui était une génie et qui a été bannie sur Terre parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains. On va donc la découvrir dans ce qui était l'Irlande ou l'Écosse ? L'Irlande, je crois. L'Irlande. C'est une fantasy dystopie. Donc c'est un mélange de science-fiction et de fantasy. On va la suivre donc sur ces terres, dans ce qui était l'Irlande et qui s'appelle désormais Hibernia, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Elle a une terre qui est riche et prospère, enfin riche. Pas riche en termes d'argent, mais en tout cas qui est prospère et qui est cultivable. Et les habitants de cette île réussissent à s'en sortir grâce à leur travail de la terre. En revanche, les habitants de ce qui était la Grande-Bretagne, eux galèrent à mort, à tel point que Hibernia est le fournisseur de toutes les ressources naturelles quasiment.
de tout le Royaume-Uni, anciennement Royaume-Uni. Et il y a un conseil qui existe sur l'autre île qui décide que ça ne peut plus durer, qu'ils doivent absolument découvrir le secret de la prospérité d'Hibernia, et donc ils vont envoyer un émissaire qui est là pour tenter de découvrir ce secret. On va avoir une romance entre ces deux personnages. C'est pas le sujet principal de l'histoire. Si, quand même un peu. Le conseil de Comrie, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a une prononciation. Donc, autant pour moi, ce n'est pas l'ancienne Grande-Bretagne, c'est l'ancien Pays de Galles, si je dis pas de conneries. Comrie, donc, pas conneries, Comrie. C'est de là dont vient l'émissaire, et il est, comment ils disent ça ? Aussi détestable que séduisant. Donc on se doute qu'il va y avoir quelque chose entre eux. Bref. Elle va du coup j'y arrive pas. Pardon. Alba va du coup voir débarquer ce mec chez elle qui s'appelle Lethan. Waouh, je m'en suis souvenu, dis donc. Lethan qui est là pour essayer de découvrir ce qui se passe. Et ouais, on va avoir un petit peu cette cohabitation entre les deux. J'ai apprécié ma lecture, mais un peu moins que ce à quoi je m'attendais. Je l'avais sorti, je vous ai pas dit pour les autres. De toute façon, je crois qu'il n'y avait pas de raison particulière pour les autres. Non, il n'y avait pas du tout de raison particulière pour les autres, donc ça tombe très bien. Celui-ci, je l'ai sorti pour mon Spookoplaton, pour la case Pentacle. C'était une prédiction de coup de cœur. Et ça n'a pas été un coup de cœur, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Je pense que l'autrice a le potentiel pour être un coup de cœur à l'avenir pour moi, notamment avec son autre histoire qui s'appelle Du thé pour les fantômes. Un thé pour les fantômes ? Un thé pour les fantômes, je crois. Mais j'ai eu énormément de mal à m'attacher au personnage, et particulièrement à Lethan, donc le personnage masculin qui est odieux. J'ai apprécié l'atmosphère et le style de l'autrice, mais j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus au départ, on va dire, sur le monde des djinns, sur la manière dont ça fonctionne, sur la manière dont ils sont nés. Parce que même si on a quelques réponses plutôt vers la fin de l'histoire, j'aurais bien aimé que le récit soit ponctué un peu plus souvent de... peut-être de flashbacks, pourquoi pas. Même si j'admets que ça aurait un peu, peut-être, risqué de spoiler la fin. Je ne sais pas. En tout cas, j'avais deviné assez tôt le twist. Donc c'est un peu dommage. Mais en même temps, je suis toujours satisfaite quand je devine les twists. J'ai l'impression de jouer à Sherlock Holmes. Donc c'est plutôt rigolo. Il y a un élément que j'ai détesté, par contre, dans cette histoire, et je pense que c'est aussi pour ça que je lui ai pas mis... C'est une très bonne note, hein, 16, c'est une bonne note, selon moi. Mais ça aurait pu être mieux. L'élément que j'ai détesté, c'est parce que tout ce qui concerne la politique et tout ce qui va se jouer, tous les drames qui vont se jouer dans cette histoire, parce que c'est quand même assez dur, hein, c'est un récit adulte, sont le résultat de la tolérance des membres du conseil. Ils sont 6, je crois. Oui, c'est ça, ils sont 6. Ils sont 6, et sur les 6, il y en a un qui est un connard, qui veut le pouvoir à tout prix, et en fait les 5 autres vont se laisser marcher dessus. Et s'ils s'étaient alliés, et si ils avaient remis le 6e membre à sa place, et ben tous les drames qui sont survenus n'auraient pas eu lieu. Alors je vous accorde qu'il n'y aurait pas non plus eu d'histoire, mais c'est une manière de fonctionner que je déteste. Je ne comprends pas comment c'est possible. C'est une histoire, je sais que ça vaut aussi pour la vraie vie. J'estime que quand on est adulte et suffisamment intelligent, c'est quand même censé être l'élite, hein, et ben on devrait pas se laisser marcher sur les pieds par un tyran. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, hein, je suis pas dans leur basket, mais je n'aime pas du tout ce concept. Le fait qu'une personne, parce que cette personne a une grande gueule, désolée, hein, décide du sort du monde entier, alors qu'il y en a d'autres qui sont bien plus compétents et comment dire, et humains, tout simplement, qu'elle.
Donc ça m'agace. J'ai pas du tout, j'ai détesté. J'allais dire j'ai pas du tout aimé, c'est pas que j'ai pas du tout aimé, c'est que j'ai détesté cet élément de l'histoire. Le reste était sympa, mais comme dit, je m'attendais à l'aimer quand même vachement plus que ça. Le Chant des Bennett, le tome 4 du clan Bennett de TJ Klune, c'est le dernier tome de la tétralogie que j'ai lu dans la foulée de Porcelaine sous les ruines, peut-être même en même temps. Et c'est le deuxième roman, le deuxième tome de la série que j'ai préféré après le tome 1. Je lui ai mis 19 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Mais une fois encore, je vous invite à découvrir mon avis dans mon vlog de série qui lui est dédié. Ensuite, j'ai lu Mamma Maria de Serena Giuliano dans le cadre du vlog du Buzzword, donc je vais pas vous en parler ici. Je lui ai mis 17 sur Livre Addict et 4 étoiles et demie sur Goodreads. Et puis j'ai lu Le Code de Jill de Jeanne Bockné-Carl. Il était dans mon Spookoplaton pour un livre spooky, donc un livre un peu effrayant. Je l'ai acheté à la librairie La Voix des Chapitres à Marseille au mois de mai. Donc encore un livre acheté en 2024 et lu en 2024. Vive moi. Je lui ai mis 15 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. J'ai pas été convaincue complètement par cette histoire. On va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Jill. Elle a grandi dans une maison entourée par l'amour de ses parents jusqu'à l'âge de ses 12 ans. Sa mère est fan de chansons et de mélodies vikings et son père est entomologiste. Elle a eu une maladie. Elle a été victime d'une maladie dégénérative qui a fait que à un moment donné, elle n'a plus été capable d'utiliser ses jambes, de marcher quand elle était toute petite fille. Et puis, à ses 12 ans, ses parents vont mourir dans un accident de voiture ou quelque chose comme ça. Et elle va être recueillie, plus ou moins, par le voisin qui, lui, reconstitue les visages pour la police scientifique et pour les archéologues. Et à la mort de cette personne, de ce mentor, elle va elle-même commencer à travailler pour un laboratoire qui cherche à reconstituer le visage d'un squelette qui a été retrouvé, je ne sais plus où, dans un puits, dans je ne sais plus quelle région de France. Le synopsis dit « Redonner figure humaine à un mort est à la fois l'œuvre de Dieu et l'œuvre du diable ». On va naviguer en fait entre deux périodes. On va naviguer entre nos jours, pendant que Jill essaye de reconstituer le visage de cette personne. Et puis on va naviguer en... je ne sais plus quelle année, mais il y a très longtemps. Quand on sera dans la tête du squelette. Il y a plusieurs siècles. Lors d'une invasion... Purée, ça se trouve où? Je ne sais plus. Faut quand même que j'essaie de vous retrouver parce que... Après, c'est pas dit dans le résumé, donc je veux pas trop vous spoiler. Mais ça se passe à l'époque des Templiers. Donc on va faire la navette quasiment à chaque chapitre, il me semble, entre aujourd'hui, le moment où Jill essaye de reconstituer le visage de cette personne et de trouver qui elle était et ce qui lui est arrivé, et puis le point de vue de la personne dont elle est en train d'essayer de reconstituer le visage à l'époque. J'ai apprécié l'héroïne et l'atmosphère, mais il y a un énorme manque de logique dans cette histoire. Rien que le fait que cette adolescente de 12 ans au début se retrouve recueillie par un voisin dont on n'a jamais entendu parler, ça me semble absolument improbable, voire impossible, sans parler du fait que jusqu'alors elle n'était pas scolarisée, que ce soit école à la maison, je crois que sa mère lui faisait quand même l'école à la maison. Mais il y a vraiment quelque chose de très particulier dans la manière dont cet enfant a été élevé. Et puis surtout, il me semble que quand son mentor, donc le voisin là, qui l'a recueilli, meurt, elle n'a que 16 ans. Si je dis pas de bêtises, 16 ans ou peut-être 18. Mais j'ai vraiment un doute, il me semble qu'elle a que 16 ans. Et elle va se retrouver toute seule, livrée à elle-même, et puis être embauchée par ce laboratoire qui s'occupe de comment on appelle ça? Oh mince. Bref, de l'étude des squelettes. Pensez à Bones. Voilà, la série Bones. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est juste impossible. J'ai apprécié l'alternance des points de vue, c'était assez intéressant. J'ai aimé le petit côté fantastique
fantastique, parce qu'il y en a quand même un, au moins léger dans cette histoire. On n'est même pas vraiment sur du fantastique, on est plus sur du, je vais pas dire paranormal, mais il y a un élément qu'on ne peut pas expliquer. Si, je pense que c'est quand même un élément fantastique, parce que je viens de me souvenir d'un détail qui, à mon avis, n'est pas possible. Je vous laisserai deviner ce que c'est. L'atmosphère était vraiment bonne, mais j'ai trouvé que la fin était beaucoup trop précipitée. J'ai trouvé qu'elle manquait aussi de clarté. On se pose vraiment pas mal de questions encore à la fin. Et elle est malheureusement trop ouverte. Pour moi, je n'aime pas les fins ouvertes. Et là, elle l'est un peu trop à mon goût. Je pense pas que je vais garder ce livre, du coup, je ne pense pas que je vais le relire. Mais c'est une lecture très courte, avec une super atmosphère. Donc là, pour la période octobre-novembre, franchement, c'était top. Ensuite, j'ai lu Encyclopédie des plus grandes histoires d'amour de Jessica Lully, Vanessa Calico et illustré par Jaira aux éditions du Héron d'Argent dans la collection Beaux Livres et Encyclopédie. C'était le dernier titre de cette collection qu'il me restait dans ma pile à lire puisque j'ai décidé d'éliminer de ma palle l'autre, le deuxième qui me restait encore. Je l'ai viré sans le lire. Comme son nom l'indique, c'est une encyclopédie des plus grandes histoires d'amour, que ce soit des histoires d'amour qui ont réellement existé, donc avec des gens, des vrais gens, ou alors de la fiction, que ce soit au cinéma. Je suis même pas sûre, mais dans la littérature ou bien dans la mythologie et dans la religion. Je lui ai mis 10 sur Livre Addict et 3 étoiles sur Goodreads. Je vous l'ai déjà dit, je pense le mois précédent, peut-être pour mon wrap-up de septembre, je ne sais plus quand est-ce que j'ai lu le précédent livre de cette collection, mais je suis vraiment contente d'avoir arrêté de financer les campagnes Ulule pour cette collection, parce que aïe aïe aïe. On est sur une qualité d'ouvrage qui est carrément insultante, je trouve. Je vais vous montrer. Je l'ai reçu en contrepartie de la campagne de financement participatif, hein, donc 9. Et alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais dans le petit haut de histoire, c'est déchiré, c'est abîmé. Quand je passe à la page suivante, on voit bien que la reliure est de très mauvaise qualité. Et je sais pas si on le voit bien là. Je sais pas si c'est plus tard, mais il y a aussi à un moment donné. Non, je pense que c'était là. En fait, je pense que le livre, il a dû prendre un coup. Je sais pas si vous verrez bien, mais ouais, là. Il est marqué en fait, comme s'il y avait eu je sais pas, un truc qui était tombé dessus, j'en sais rien. Mais pareil là sur cette illustration. Donc ouais, je suis un peu deg, un peu vénère même. 30 € plus quelque chose, peut-être s'il y avait des goodies ou je sais plus trop exactement, mais on est à 29,90 juste pour le livre. Je vais essayer de le revendre, c'est pas grave. J'ai pas grand chose à vous dire. La plupart des histoires, je les connaissais déjà, j'en avais déjà entendu parler. Je trouve, comme d'habitude, que la qualité du texte laisse à désirer. Et je trouve aussi qu'on a quasiment zéro diversité dans cette histoire. Et que la religion, encore une fois, prend énormément de place. Je pense qu'il y avait d'autres histoires d'amour à raconter. Donc ouais, je suis un peu pas blasée, mais en fait ça me passe un peu au-dessus. Je me suis un peu forcée parce que je savais que on allait parler de Elizabeth Bennet et Fitzwilliam Darcy. C'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté ce livre, mais je préfère relire et relire et relire Orgueil et Préjugés que de garder ça dans ma pile à lire.
dommage. Heureusement, c'était le dernier dans ma palle. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber, mais il est dans mon book haul, n'importe quoi, dans mon vlog du Buzzword. Du coup, je vais pas m'attarder dessus, je l'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 16 sur Livre Addict et 4 étoiles et demi sur Goodreads. Toujours dans le cadre du vlog du Buzzword, j'ai lu également The Strange Case of the Alchemist's Daughter, qui est le tome 1 de la série The Extraordinary Adventures of the Athena Club de Theodora Goss. Tout ça. Je l'ai aussi beaucoup aimé. Je lui ai mis 16 sur Livre Addict et 4 étoiles et demi sur Goodreads. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Cormorant Strike, Sans trouble de Robert Galbraith. Il était dans ma pile à lire du Spookoplaton pour un... Ah oui, je vous l'ai pas dit, Encyclopédie des plus grandes histoires d'amour, il était dans mon Spookoplaton pour un livre noir. Et celui-ci était pour un gros livre, un big book qui faisait plus de 500 pages et c'était l'un des plus gros livres de ma pile à lire. Je lui ai mis 18 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Alors comme c'est le tome 5, je vais pas forcément vous faire le récap de tout ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Cormorant Strike, c'est un détective privé qui vit à Londres et qui voit débarquer dans son cabinet Robin Elacotte, qui est envoyé par une agence d'intérim pour lui servir de secrétaire. Et puis au fur et à mesure, leur relation va commencer à évoluer en amitié et puis en partenariat, puisque de secrétaire, elle va devenir coéquipière. Et donc ils vont gérer un petit peu le cabinet. On dit cabinet? L'agence de détectives ensemble. Je vais pas vous parler de la relation entre ces deux personnages, même si on a une vraie attirance entre eux quasiment dès le départ et c'est très lent. Mais j'adore la manière dont ça se produit. Et à chaque nouveau tome, on va avoir une enquête qui va être menée de A à Z par Robin et Cormoran. Dans ce tome 5, on a une jeune femme qui fait appel à Cormoran parce qu'elle aimerait retrouver sa mère. Sa mère qui a disparu en 1976. Et ça se passe en 2014, si je dis pas de bêtises. Il est paru en 2020 dans sa version originale, mais il est mentionné que... Enfin, il est mentionné, non, il n'est pas mentionné, mais on parle du vol MH700, quelque chose, le vol de la Malaysia Airlines, là, qui a disparu, et ça vient de se produire dans l'histoire. Et cette année, c'était les 10 ans, je crois, de la disparition. Donc l'histoire, même si le roman a été publié en 2020, l'histoire se déroule en 2014. Du coup, l'autrice, c'est bien joué de sa part parce qu'elle peut utiliser des faits d'actualité pour l'histoire dont nous avons tous les tenants et les aboutissants puisque c'était il y a 10 ans. Donc elle a 10 ans de retard, mais en même temps elle a 10 ans d'avance au niveau de ses recherches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est plutôt bien construit. Donc ça va être l'enquête qu'on va mener. Là, on va essayer de découvrir ce qui est arrivé à cette jeune femme qui était médecin il y a 40 ans. Oui, c'est ça, il y a 40 ans. J'aime toujours autant les deux personnages principaux et ce slow burn entre les deux, c'est juste intenable. J'ai très hâte qu'il se passe enfin quelque chose, même si... Je vais pas dire que j'ai peur que ça change quoi que ce soit à leur relation professionnelle, je ne pense pas, je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour ça, surtout vu ce qu'ils ont traversé chacun de leur côté de manière personnelle. Et puis on a l'impression au départ que ils ont absolument rien en commun, alors qu'en fait ils ont tellement de choses, ils ont tous les deux vécu des traumas. Cormoran était militaire et il a été victime d'un attentat, il a perdu une jambe. Et Robin a vécu aussi quelque chose d'extrêmement traumatisant. Je vais pas vous dire quoi parce que je me souviens plus si c'est mentionné dans le résumé du tome 1. Donc je vais pas vous dire quoi. Du coup ils ont tous les deux des traumas, leur vie sentimentale est très compliquée, leur vie familiale est aussi pas extraordinaire. Donc en réalité, ils ont beaucoup plus de points communs que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Et je trouve que c'est bien réalisé de la part de l'autrice. On est sur une atmosphère typique des polars londoniens, un peu cracra comme ça, un peu... je vais pas dire à la Jack l'Éventreur parce que c'est pas du tout la même époque, mais ça fait très glauque. On voit toutes ces petites ruelles,
les impasses qui passent derrière, les maisons qui sont collées les unes aux autres comme ça, c'est glauque à souhait avec ce brouillard et cette pluie quasi perpétuelle. J'adore. Je ne sais pas si c'était déjà le cas dans les 4 volumes précédents et que je n'y fais attention que maintenant, ou si c'est seulement depuis ce tome-là, mais je trouve que l'autrice se répète beaucoup, parfois pour des détails, parfois pour quasiment des phrases ou des petits paragraphes entiers, surtout en ce qui concerne les éléments traumatiques et très graphiques de l'histoire. C'est plus sensationnel que ce dont j'avais le souvenir, et j'ai presque l'impression que c'est un peu du trash pour faire du trash. Et je pense que c'est pas indispensable dans cette histoire. J'ai trouvé aussi, pareil, là je ne sais pas si c'était déjà le cas dans les 4 volumes précédents ou si c'est parce que j'y ai fait plus attention, j'ai trouvé que les commentaires racistes, homophobes et misogynes étaient légion. Ils sont adressés mais pas suffisamment à mon goût, et quand on sait qui est l'autrice, c'est d'autant plus dérangeant. Je lirai quand même les autres parce que, je vous l'ai dit, j'adore ces personnages. Par contre, je vais arrêter de les acheter neufs. Je vais essayer de les trouver d'occasion. Si je peux éviter de rapporter du fric à cette personne, je ne m'en priverai pas. Ensuite, j'ai lu Yours Truly de Abby Jiménez. C'est le tome 2 de la série Part of Your World. Donc, on va suivre la meilleure amie du personnage principal du tome 1. Donc je vous l'ai dit, tout est plus ou moins lié. Je lui ai mis 18 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. C'est ce tome-là, ce tome 2, qui m'a fait vraiment prendre conscience que l'autrice est absolument formidable. Je trouve qu'elle aborde des thèmes d'une diversité et d'une profondeur dans ses histoires qui sont vraiment incroyables. Ici, on va parler d'anxiété, on va parler de manque de confiance en soi, on va aborder la fausse couche, donc gros trigger, hein. Si dans le tome 1 il y en avait, dans le tome 2 il y en a, dans le tome 3 il y en aura encore. Si jamais c'est des sujets qui vous touchent ou auxquels vous êtes trop sensible, prenez garde à cette lecture. Au-delà de ça, je vous rappelle que c'est quand même toujours bourré d'humour, c'est fait avec beaucoup de bienveillance de la part de l'autrice. Et on est sur le trope du fake dating cette fois-ci. On a 2 personnages qui vont se retrouver dans une situation qui font que ça pourrait être bien qu'ils aient quelqu'un à leur côté de manière provisoire. Le personnage masculin sort d'une relation, ça fait déjà un moment qu'il n'est plus dans cette relation avec une femme, qui va épouser son frère. Du coup, toute la famille, que j'ai adorée parce qu'ils sont très soudés, ils sont tous ensemble, tout le temps protecteurs. Il y a le grand-père qui est sous oxygène mais qui veut tout le temps des cigarettes, enfin c'est hilarant. Ils sont un peu en mode t'es sûr que ça va non mais t'es sûr que ça va? Oui ça va, enfin c'est un peu dur pour lui mais ça va, enfin voilà, il va s'en remettre et puis il va se rendre compte aussi au fur et à mesure où l'histoire va avancer que peut-être c'était de toute façon pas la femme de sa vie et que c'est un mal pour un bien puisque désormais elle est avec son frère et ils sont tous les deux faits l'un pour l'autre. Et du coup pour convaincre sa famille qu'il est passé à autre chose, ce serait bien qu'il ait une petite amie. Ça tombe bien puisque notre héroïne, donc la meilleure amie de l'héroïne du tome 1, a un frère qui est très malade, qui a besoin d'un nouveau rein. Et le personnage principal masculin est compatible à 100%. Donc pour le remercier de donner son rein à son frère, elle va accepter de sortir avec lui. Ça la gêne absolument pas de prétendre qu'ils sortent réellement ensemble. Donc leur relation va commencer de cette manière-là, et puis évidemment, une chose en entraînant une autre, le fake dating va se transformer en vrai sentiment. Il y avait déjà une scène third act breakup dans le tome 1, il y en a une aussi dans le tome 2, c'est le moment où les personnages se disent que oui, mais non, mais c'est trop dur, il y a trop d'obstacles entre nous, du coup ça va pas le faire, et puis finalement ils finissent quand même ensemble, hein, je vous l'ai dit, c'est des histoires qui finissent toujours bien, donc je spoil sans vous spoiler. Même s'il y a des dramas, hein, il y a vraiment des choses graves qui se passent dans ces histoires, mais les personnages principaux finissent ensemble, ça finit bien. Donc pour moi, c'est le principal, parce que je n'aime pas les histoires qui finissent mal, à quelques exceptions près. Je trouve que cette fameuse scène-là, du moment où ils estiment que les difficultés sont trop insurmontables pour rester ensemble,
C'est magnifiquement écrit, ça m'a tiré des larmes. Déjà dans le tome 1, le tome 2 m'a fait la même chose. Waouh, c'était vraiment génial. Et les narrateurs, je vous en ai pas parlé je crois dans le tome 1, mais les narrateurs sont très 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 doués. On a un homme et une femme qui font la version audio. C'était top. C'était vraiment très très chouette, à tel point que le dernier livre que j'ai lu au mois d'octobre, et que j'ai fini il y a quelques heures je crois, c'est Just for the Summer de Abby Jiménez, le tome 3 de la série Part of Your World, qui est sorti cette année. Il est sorti même très récemment, il me semble. Et je lui ai mis 17 sur Livre Addict, 4 étoiles et demie sur Goodreads. Je l'ai un peu moins aimé parce que la thématique me parlait un peu moins. On va parler de traumatisme d'enfance et de la manière dont ça peut impacter les relations à l'âge adulte. On a une héroïne dont la mère était totalement démissionnaire. Une héroïne qui a été recueillie, qui a été ballottée de foyer en foyer jusqu'au dernier couple qui l'a recueillie, et avec lequel ça se passait tellement bien qu'ils ont voulu l'adopter, et l'héroïne elle-même a refusé parce que bah, sa mère, c'est sa mère en fait, et sa mère était, même si elle a jamais été très présente, ben, elle était quand même là, elle venait quand même la voir de temps en temps. Et puis de l'autre côté, on a un personnage masculin qui lui va avoir sa vie complètement chamboulée parce que donc il a quasiment la trentaine, je crois. Il a 3 frères et sœurs plus jeunes, un frère et 2 sœurs, il me semble, dont la plus jeune n'a que 5 ans. Et il va se retrouver avec la garde de cette fratrie, pour une raison que je ne vais pas vous dévoiler, pour pas vous spoiler, parce que je ne me souviens pas si ça figure dans le résumé. Et il se trouve que le concept de cette histoire, c'est que nos deux héros, l'homme et la femme, ils sont maudits. À chaque fois qu'ils sortent avec quelqu'un, quand ils rompent, la personne avec qui ils étaient rencontre l'âme sœur et se marie dans les mois qui suivent. Donc, le personnage principal masculin raconte son histoire sur Reddit, qui est un site un peu... un genre de blog ouvert où les gens peuvent écrire des articles. Je sais pas si vous connaissez Reddit, moi je le connais mais je l'utilise pas. Bref, chacun peut raconter un peu sa vie comme il veut là-dessus. Et donc lui, il va raconter un peu cette histoire, et notre héroïne va tomber sur cet article et se dire « Waouh, c'est dingue, moi il m'arrive la même chose ». Donc ils vont rentrer en contact. Et puis ils vont se dire que, attends, si quand on sort avec quelqu'un, quand on rompt, cette personne trouve l'âme sœur, peut-être qu'on devrait sortir ensemble pour rompre la malédiction. Et comme ça, quand on va rompre, ben, on trouvera ensuite tous les deux l'âme sœur. Donc, c'est un peu le pitch de départ. J'ai apprécié le côté original de ce concept, mais je trouve qu'il y a un petit manque de logique, ça me paraît tellement peu probable. L'héroïne est quelqu'un qui n'a pas de chez elle. Elle vit avec sa... On va dire, c'est sa meilleure amie, c'est la fille du couple qui l'a recueillie. Donc ça pourrait être sa demi-sœur, mais... Enfin, sa demi-sœur, sa sœur adoptive. Mais c'est sa meilleure amie, vu qu'elle n'a jamais accepté d'être adoptée. Bref. Et en fait, elles sont toutes les deux infirmières. Donc il y a toujours ce côté médical, d'où le fait qu'on va retrouver aussi des personnages des tomes précédents dans celui-ci. Et tous les 3 mois, je crois, tous les 3 mois, elles partent. Elles vont ailleurs, et c'est chacune leur tour, elles choisissent où elles vont. Et puis pour 3 mois, elles sont dans un nouvel hôpital ou dans une nouvelle clinique, avec un nouvel appartement, et puis, comme dit, tous les 3 mois, elles redéménagent ailleurs. Voilà. Et chacune leur tour, elles décident où elles vont. Elles sont censées aller à Hawaï, dans le mois là qui vient. Je crois que c'est Maggie qui a choisi, donc sa meilleure amie. Et puis du coup, du jour au lendemain, comme elle a rencontré Justin en ligne, et qu'ils ont décidé de mettre ce plan au point, et ben elle décide que finalement on laisse tomber Hawaï, on va dans le Minnesota, là où vit Justin, pour tenter cette expérience-là, tenter d'avoir une relation avec lui, et puis une fois qu'on aura rompu, essayer de trouver chacun l'âme sœur. Ça me paraît tellement pas logique, tellement invraisemblable qu'elle décide de laisser tomber Hawaï pour le Minnesota, pour un mec qu'elle n'a jamais rencontré et qu'elle ne connaît pas. Du coup, j'ai été un peu moins happée par le début de l'histoire. Parce que je m'étais dit, au tout début, je me suis dit, bon, elle va aller à Hawaï, et puis quand elle va revenir, ils vont tenter l'expérience, mais ils vont quand même se laisser les 3 mois, après tout, c'est que 3 mois. Puis ils se connaissent pas, donc ça peut leur permettre de faire connaissance en attendant, par SMS, appel, ce qu'ils veulent, quoi.
Et en fait non, non, pas du tout. Et elle va carrément pas à Hawaï. Ce qui, ouais, comme dit, pour moi ça n'a pas de sens. J'ai trouvé que les personnages étaient sympas mais moins attachants que dans les 2 premiers volumes, à part pour la famille du côté de Justin, ses 3, donc son frère et ses 2 petites sœurs, qui sont trop choux. Mais ouais, j'ai été moins émue aussi par leur relation. Quoi qu'il en soit, je lirai d'autres histoires de l'autrice avec grand plaisir, que ce soit des histoires qui vont se dérouler dans cet univers, je ne sais pas si elle a prévu d'en faire d'autres, ou bien complètement ailleurs. J'ai adoré le style, l'humour, la diversité et la gravité des sujets qui sont abordés, mais d'une manière toujours pleine de délicatesse, sans cacher les aspects horribles que peuvent avoir certains de ces sujets. Donc je vous conseille vraiment de découvrir cette autrice. Le tome 1 a été traduit, je crois, chez City. Donc n'hésitez plus, foncez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez lu au mois d'octobre. Est-ce que vous avez eu de nouveaux coups de cœur? Est-ce que vous avez fait des abandons? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!